Page spéciale donc consacrée aux élections israéliennes, scrutin du 17 mars prochain. Des invités ce soir, Benjamin Lashkar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Likoud donc pour les francophones en Israël. Bonsoir à vous. Robert Wash, vous faites partie de l'Union sioniste. Et puis Daniel Haïk, notre analyste politique qui est là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on va voir plusieurs sujets d'actualité ce soir et puis évidemment toujours cette campagne. Mais d'abord on a eu tout à l'heure un invité exceptionnel dans le grand direct, le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman, tête de liste pour Israël Beitenu, qui s'est exprimé longuement. Daniel Haïk, qu'est-ce qu'on en retient ? On en retient que finalement Avigdor Lieberman est dans une situation un peu problématique. Vous lui avez posé la question, vous lui avez demandé est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite. On a effectivement le sentiment que de semaine en semaine, une semaine Avigdor Lieberman est plus à droite, une autre semaine il est plus à gauche, il est plus au centre. Il faut d'abord rappeler un point qui est presque passé inaperçu, mais qui est une des révélations de ces derniers jours. C'est le fait qu'à un certain moment, au début de la campagne électorale, il y a eu une tentative de former un front centriste entre Lieberman, Kahlon et Yair Lapid. Un front centriste qui aurait pu recueillir le jour des élections entre 25, peut-être même 26 députés, et qui aurait pu s'imposer comme le front le plus important, puisqu'on parlait beaucoup de blocs, le bloc le plus important. Et ce bloc centriste aurait pu aller devant le président de l'État au lendemain des élections et recommander Avigdor Lieberman pour que Lieberman puisse former une éventuelle coalition gouvernementale. C'était un plan qui a été fomenté au tout début de la campagne électorale, mais c'est un plan qui s'est effondré à partir du moment où il y a eu cette fameuse enquête de corruption qui a affecté, on le sait, considérablement le parti d'Avigdor Lieberman. Et donc, quelque part, depuis, Avigdor Lieberman ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Il ne veut pas, il aimerait bien se dissocier de Benjamin Netanyahou, et il n'est pas impossible qu'il aurait peut-être même préféré rejoindre Yitzhak Herzog, mais on a le sentiment que quelque part son électorat le pousse vers la droite. Il comprend que si on a assisté à une chute de son parti, que s'il reste dans une position de mi-figue, mi-raisin, de centriste de gauche une semaine et de droite une autre semaine, eh bien son électorat était totalement déboussolé et il a perdu son électorat. Il s'est retrouvé il y a quelques semaines à 5, peut-être même 4 mandats au seuil, il a frôlé le seuil d'éligibilité. Et aujourd'hui, donc, quelque part, pour essayer de récupérer cet électorat, il affirme, disons, une forme d'allégeance envers Benjamin Netanyahou, envers la droite. Il tend plutôt vers la droite. C'est un peu aussi ce que fait son ami Aryeh Deri, qui semble être plutôt vers la droite, mais je suggère de se méfier de ces deux compères, parce qu'il est possible qu'il soit intéressé à pousser un électorat, à rassembler un maximum de voix à droite, et ce n'est pas impossible que le lendemain des élections, il puisse bifurquer encore à gauche et rejoindre le camp sioniste. Alors, vous considérez Lieberman comme un possible allié, Benjamin Lashkar, pour le Likoud ou pas ? Historiquement, c'est un allié. Maintenant, M. Daniel Haïk a donné de très bonnes raisons pourquoi il faut voter Likoud et pourquoi il ne faut pas voter pour Lieberman ou pour Chasse, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Écoutez, une chose est claire, c'est-à-dire qu'avec M. Lieberman, une chose est claire, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va faire avec 1,5 million d'Arabes, c'est-à-dire le transfert, c'est-à-dire les expulser en Cisjordanie ou en Jordanie. Donc les choses sont claires. Maintenant, la question fondamentale, c'est pas Lieberman, il représente 3-4 députés, c'est ce que veut faire la droite et le Likoud avec 1,5 million d'Arabes et 4,5 millions de Palestiniens. Cela fait à peu près 7 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans que Netanyahou est Premier ministre. On ne sait toujours pas quel est son programme. Et on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il veut faire avec 1,5 million d'Arabes, les transférer, les éliminer, les mettre ailleurs, etc. Je ne sais pas de quoi vous parlez. D'abord, ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans. Et deuxièmement, on sait très bien ce qu'on va faire avec le 1,5 million d'Arabes israéliens. Ce sont des citoyens israéliens. Est-ce qu'il y a un programme que vous avez écrit? Il n'y a aucun programme. Le programme du Likoud n'a pas toujours été, n'a pas encore été. Netanyahou de vouloir expulser les Arabes israéliens? Non, attendez, on ne sait pas ce qu'il veut. On sait que Lieberman veut les expulser, la droite ne sait pas. Maintenant, que faire des 4,5 millions de Palestiniens? D'abord, Lieberman ne veut pas les expulser, je précise. Lieberman non, il veut même pas les transférer. Il veut déplacer la frontière, il faut être précis. Il faut être précis. Il veut déplacer la frontière. Il n'est pas question de déplacer le moindre arabe israélien du triangle, d'Oum el-Fahem. Il a toujours dit et transféré en Cisjordanie que l'État palestinien, c'était la Jordanie. Il propose tout simplement de découper autrement la carte du futur État palestinien et que cette frontière passe au-dessus du triangle dans lequel se trouve 45% de la population arabe d'Israël. Et si on veut parler d'un problème démographique, c'est
aussi, ça fait partie aussi du problème démographique. Et puis s'il y a des Arabes israéliens qui souhaitent, qui s'identifient avec l'État palestinien, peut-être que tout simplement leur proposer, c'est une solution logique. Alors j'ai quelque chose de nouveau pour vous, si vous me permettez. Comme il n'y a pas de programme du Likoud, je vais vous donner le programme du Parti travailliste. Donc vous allez le lire et vous saurez au moins ce qu'on veut. Donc le jour où j'aurai, en français en parenthèse. Je connais votre programme, c'est très facile de promettre qu'il n'y aura plus de pauvres dans un an, ou de distribuer des terres à tout le monde. Je vous connais quand vous avez aussi donné des licornes aux enfants et puis un voyage sur Mars à tout le monde d'ici 2 ans. Enfin, c'est à peu près. On peut promettre tout et n'importe quoi. Ça s'appelle de la démagogie et c'est pas très sérieux. On est là pour parler de choses sérieuses. Le programme du Likoud, il est connu. On va publier le programme dans quelques jours. Mais de toute manière, comme vous dites, Netanyahou est au pouvoir depuis 6 ans. Donc depuis 6 ans, notre programme, c'est de continuer ce qu'on a fait depuis 6 ans. C'est-à-dire la baisse de la pauvreté, assez flagrante, c'est-à-dire l'absence de chômage, c'est-à-dire la croissance. Il n'y a pas de chômage. Le chômage a baissé. On a un des chômages les plus bas du monde occidental. Vous habitez à Beersheba, non? Par hasard? Non, j'habite à Jérusalem. C'est une des villes les plus pauvres d'Israël. Je vous invite dans le sud, vous verrez ce qui se passe. Vous niez les statistiques du chômage en Israël, 5,7%. Le fait que le taux d'emploi a augmenté de 70 à 78%, ce qui fait qu'on est passé de la situation... Parce qu'on enlève 1,5 million de religieux qui ne travaillent pas, on enlève 1,5 million d'Arabes, et donc on arrive à 5%. Si on mettait la population arabe et religieuse dans les statistiques, on aurait eu 15% de chômage. Je vous invite à lire le dernier rapport de la sécurité sociale, le Bitor Leumi, qui montre que le grand changement, ce qui a fait la baisse de la pauvreté depuis ces 3 dernières années, c'est que justement des centaines de milliers d'Arabes et des centaines de milliers d'ultra-orthodoxes sont entrés dans le marché du travail. C'est la grande révolution des années Netanyahou. C'est que maintenant... 15 000 sont rentrés. Non, pas 15 000, des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Je crois qu'on confond avec l'armée. Ça, c'est le nombre de gens qui sont entrés à l'armée. Je parle de gens qui sont entrés sur le marché du travail. Lisez tout simplement le rapport de la sécurité sociale. Ils sont là, les chiffres. Je ne peux pas vous commenter ces livres, mais ils sont là. Je voudrais qu'on dise un mot quand même. Vous allez continuer à parler de ça. Non, j'ai quelque chose qui m'intéresse. Il faut que je sois obligé de répondre là. Écoutez, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que votre Premier ministre, mon Premier ministre, non seulement est incapable, mais il est responsable de rien du tout. Il n'est pas responsable de ses ministres. Il dit que le ministre de l'économie n'a rien à voir, que le ministre du logement, c'est pas lui qui est responsable. Il dit également qu'il n'est pas responsable de la sécurité. C'est-à-dire qu'on a un problème de chez lui à la maison, il y a des problèmes là où il habite, d'accord. Donc il n'est pas responsable. Donc on a un gars irresponsable. Et quand on a une personne irresponsable, il faut le changer. Il n'est responsable de rien. Il ne prend la responsabilité sur rien. Excusez-moi, vous dites n'importe quoi. Je ne sais pas d'où vous sortez ce que vous racontez. Netanyahou n'a jamais dit ça. Je crois qu'on n'habite pas dans le même pays, apparemment. Probablement. Maintenant, et c'est évident que si le Likoud ne contrôle pas l'économie, si le Likoud ne contrôle pas le logement, si le Likoud ne contrôle pas la santé, etc., c'est pas la politique du Likoud qui va être appliquée. C'est pas le Premier ministre qui dirige le gouvernement qui n'est pas responsable des ministres. Vous êtes au courant qu'on n'habite pas en France et que c'est pas le président qui a élu au suffrage universel, c'est un régime de coalition. Le Likoud avait 18 mandats. Avec 18 mandats, on ne peut pas faire entièrement sa politique. Il y avait Yeshatit qui avait 19 mandats. C'est-à-dire qu'il est responsable de rien. Premier ministre de l'État d'Israël. Mais c'est une politique de coalition. Attendez, pendant 6 ans, il y avait quand même un ministre de l'économie qui était du Likoud il y a quelques années. On a eu un ministre du logement. On est très content. Pardon. On est extrêmement content de la politique qu'il a fait. On vit dans le plus joli pays au monde. Il n'y a aucun problème, pas de logement. Nos jeunes n'arrivent pas à payer des logements. On s'en fout, vous en foutez. C'est-à-dire que en fait, il n'y a aucun problème dans ce pays-là. Vous écoutez, c'est le meilleur Premier ministre. La politique de la démagogie et de tomber dans l'excès, ne convainc personne. Je vous donne des faits là. Vous ne donnez pas les faits, je vous ai donné les faits. Maintenant, vous avez raison, le logement. Le logement, effectivement, c'est un problème sérieux. Et le gouvernement reconnaît sa part de responsabilité, il n'a pas fait assez. Il n'a jamais reconnu. Ah si, il le reconnaît, je vous le dis. C'est un rapport qui a été rendu hier, Daniel. Oui. Alors attendez, je vais vous dire. Le logement est augmenté des 4 dernières années de 70%. Ah bon. Les produits de base de 30%. Services et éducation de 30%. Ce sont les chiffres, ce sont les statistiques. Le contrôleur de l'État a fait un reproche clair au gouvernement de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement. C'est-à-dire qu'il a fallu plus d'1 an au gouvernement pour commencer à prendre conscience. Pour commencer à prendre conscience du problème, de la problématique de l'augmentation du prix de l'immobilier. Il rappelle aussi que cela date déjà. On va accuser encore Olmert, on va accuser Sharon, on va accuser Ben Gurion. Non, mais le problème existe, mais je crois que c'est un problème de fond. Et là, effectivement, il y a un grand débat de société entre un régime capitaliste dans lequel l'État d'Israël se trouve aujourd'hui, peut-être capitalisme à outrance, mais effectivement un capitalisme qui donne certains résultats. Alors effectivement, il pose un problème pour les couches sociales défavorisées et même pour les couches moyennes, dont nous faisons partie, on va dire, puisque quasiment tous ici, on fait plus ou moins partie de ces couches moyennes. Mais c'est
une orientation politique, une orientation idéologique capitaliste face à une orientation des socialistes qui est différente. Et là, de ce point de vue-là, il y a un débat, mais faire rejeter sur Benyamin Netanyahou l'intégralité de tous les problèmes, même le contrôleur de l'État, on attendait ce rapport avec beaucoup d'impatience, même le contrôleur de l'État n'a pas rejeté de responsabilité directe sur Benyamin Netanyahou. Il a expliqué que le gouvernement n'avait pas pris la mesure suffisamment à temps de la problématique. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris qu'il n'y a pas une problématique. Et Benyamin Netanyahou a répondu qu'effectivement, il est conscient de la problématique et qu'il a pris des mesures et qu'il a l'intention de prendre d'autres mesures. On va voir si ça mais si la c'est question vrai ou de pas. Base, pendant 7 ans, il n'a rien fait. Vous allez me donner un programme, bon c'est faux, dans quelques jours il va peut-être sortira jamais, je pense pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire de plus que vous n'avez pas fait pendant 7 ans? Je vous rappelle juste, je ne sais pas pourquoi vous tenez absolument à dire 7 ans, mais c'est 6 ans, mais c'est pas très grave. Non, c'est moins de 6 ans. Mais c'est pas très grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis qu'on est au pouvoir, le nombre de départs de construction a augmenté de 50%. Pendant les années honneurs, je suis désolé. Vous savez, les constructions, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça prend des années de construire. Il faut d'abord autoriser les michazim, je ne sais plus comment ça, les enchères, les appels d'offres. Ensuite, il y a toutes les commissions, ça prend des années, 10 ans, vous avez dit. Donc forcément, ce n'est pas le gouvernement d'aujourd'hui qui est responsable de ce qui passait il y a 10 ans. C'est Ben Gurion qui est responsable. Non. Olmer, vous avez parfaitement raison, arrêter la construction instante. Maintenant, il y a eu une augmentation de plus de 50% des départs de construction. Il y a un nouveau plan qui fait que toutes les bases de l'armée qui sont dans le centre du pays historiquement sont déplacées dans le Negev. Écoutez, 100 000 logements. J'habite dans le sud. Ça fait 40 ans. Mais écoutez, c'est en ce moment là. Maintenant, c'est construit. J'habite dans le sud depuis 35 ans. Ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec ces choses-là. Ce n'est pas encore une réalité. C'est une réalité. Mais ça fait 10 ans. Sortez peut-être. J'ai été maire adjoint de Homer. Ça fait 15 ans qu'on nous dit que ça va passer. 30 ans que l'armée va passer dans le Negev. C'est faux et archi faux. Tout ça, c'est déjà passé. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a déjà des parties qui sont passées. Alors, je vous dis, on vit dans deux autres pays. pays. Vous n'êtes apparemment pas au courant. Vous avez des faux chiffres. Vous avez des réalités parallèles. Je voudrais qu'on juste un mot, parce qu'on ne va pas se faire une bataille de chiffres, là il reste quelques minutes, mais il y a ce soir un débat. C'est la première fois que ça a lieu entre les têtes de liste, sauf les principales. C'est quand même assez curieux ça, Daniel Haïk. Ben oui, parce que... C'est un débat télévisé. Oui, d'abord il faut rappeler que ça fait déjà près de 20 ans qu'il n'y a pas eu de débat télévisé. Avant c'était une grande mode et l'État d'Israël restait paralysé le soir où il y avait sur la première chaîne de télévision un débat. C'était à l'époque entre Shimon Peres et Yitzhak Shamir. Il y en a eu des débats assez impressionnants comme cela. Mais effectivement, depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas eu de débat parce que finalement, en général, les premiers ministres ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin de remettre leur mandat en question, puisque de toutes les façons, ils ne sont pas élus au suffrage universel direct, et ils n'avaient pas besoin de se confronter avec quelqu'un qui n'était peut-être qu'un potentiel Premier ministre, en tout cas qu'un chef d'un parti. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, Benyamin Netanyahou ne veut pas se confronter avec les autres. Il estime que ce n'est pas de son niveau, lui qui est Premier ministre depuis 9 ans au total, d'être confronté avec... Herzog fait pareil, et donc Herzog fait pareil, il ne va pas. Peut-être que d'ici la fin de la campagne, les deux s'affronteront. Et là, on verra exactement ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une forme d'affrontement ce soir dans ce débat organisé par la deuxième chaîne de télévision entre les chefs des petits partis. Et là, on assiste à des affrontements assez intéressants. Par exemple, entre les deux, on va dire, entre les frères du passé qui sont devenus les frères ennemis. C'est par exemple Yair Lapid et Naftali Bennett qui étaient en alliance pendant 18 mois dans le précédent gouvernement. Et puis il y a eu aussi cette confrontation entre Aryeh Deri et Eli Yishai qui se sont affrontés très durement dans cette... Sur ce débat, qui n'a pas lieu en fait pour Herzog. Non, mais quelque chose de très important. Il ne faut pas oublier que Tzivi Livni, c'est-à-dire celle qui a eu quand même 28 députés il y a quelques années, qui a raté, si vous voulez, le coche pour construire un gouvernement, est avec Herzog. Et donc, elle nous apporte un savoir-faire qui est extraordinaire. Donc, elle nous a dit, et donc dans les comités restreints, on est en train de savoir pourquoi elle n'a pas réussi à faire la coalition. Et on travaille aujourd'hui, hier, dans quelques jours, y compris avec le monde religieux, pour essayer de faire en sorte que les erreurs que Tzipi Livni a fait de ne pas constituer le gouvernement, lorsque Herzog sera Premier ministre, j'espère que dans les 15 jours. Et donc là, il y aura des surprises. C'est marrant, Robert, que vous disiez, on a oublié Tzipi Livni, mais on a le sentiment que quelque part, au sein du Parti travailliste, au sein du camp sioniste, de l'Union sioniste, on veut tout faire pour oublier que Tzipi Livni est candidate quasiment au poste de Premier ministre. Je vais vous dire pourquoi. Il y aura 15 députés religieux. Les 15 députés religieux, il y a 4 ans, 5 ans, ont mis un veto qu'une femme soit chef du gouvernement. Et donc aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que le monde religieux rejoigne le camp sioniste.
l'Union sioniste. Et donc, on évite en sorte de faire les erreurs qu'on a fait il y a 4 ans. Je crois qu'il y a 4 ans, si Tzipi Livni avait proposé au monde religieux suffisamment de subventions, il aurait accepté que même une femme... Elle avait dit la vérité et le Likoud avait proposé plus d'argent. Benyamin Lashkar, pour terminer là-dessus sur ce débat, pas de Netanyahou dans un débat comme ça, ça vous semble démocratique? Moi, personnellement, je suis tout à fait favorable au débat. Je comprends la tactique. Il y aura peut-être un débat. Maintenant, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous savez très bien, c'est juste tactique. Vous serez dans la même situation, vous feriez pareil. Tout le monde a fait. Ehud Barak a refusé de faire le débat en 99 pour exactement les mêmes raisons. Maintenant, pour ce qui est de Tzipi Livni, c'est très très rigolo. Je pense qu'elle leur apprend effectivement comment détruire un parti. Elle a détruit Kadima, elle a détruit Atnoua, elle va maintenant détruire un parti travailliste. Netanyahou détruit l'État d'Israël, donc c'est encore pire. Donc je préfère détruire un parti qu'un État. Mais c'est évident. Bon, on va arrêter là. On n'aura pas réussi à vous mettre d'accord sur les chiffres ce soir, peut-être une prochaine fois. Ils sont dans le document que je vous ai donné. Benyamin Lashkar, merci Robert Rouache, merci Daniel Haïk. Dans un instant, un témoignage exclusif sur la situation des chrétiens et des autres minorités d'Irak persécutées par l'État islamique. C'est un témoignage étonnant parce que c'est une personne qui revient justement de ces endroits très dangereux. Ce sera avec nous dans un instant. Élise Bogossian, restez avec nous.